Bienvenue sur la voie de la Louisiane, la voie libre de la vérité et du bon sens. Aujourd'hui, nous vous proposons ce troisième épisode de la série Becoming Brigitte de Candace Owens, doublé en français. Partagez, commentez, likez et activez la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour résumer brièvement le dernier épisode, les camarades de classe d'Emmanuel Macron le décrivaient comme quelqu'un de mystérieux. Personne ne savait ce qu'il faisait en dehors des cours. Il restait à l'écart. Il n'appartenait à aucune clique. Personne ne connaissait ses parents ni leur profession. OK. Nous avons aussi appris qu'Emmanuel Macron, en tant que président, semblait connaître très peu de choses sur sa propre famille proche. Nous vous avons raconté quelques anecdotes, sans inclure grand-chose sur sa famille, seulement quelques lignes dans son autobiographie, alors qu'il s'étendait bien davantage sur la famille de Brigitte. Sa famille semble aussi distante de lui qu'il l'est d'elle, refusant toujours de parler de lui. Son frère biologique a même dit à un collègue qu'Emmanuel était son cousin germain, et c'était avant qu'il ne devienne président. Ils étaient en train d'écrire quand quelqu'un a dit « Connais-tu ce type, un des ministres ?» Et il a répondu « Non, c'est mon cousin. » Il y a aussi cette étrange circonstance où on l'a interrogé au sujet de sa sœur biologique, une femme politique vivant à proximité. Et, bizarrement, Emmanuel n'a pas répondu lorsqu'un homme politique lui a posé la question. Il a regardé Brigitte pour savoir quoi dire. C'est étrange. OK. Le seul membre de sa famille dont Emmanuel Macron semble parler avec aisance et affection en public est sa grand-mère. OK, sa grand-mère s'appelait Germaine Noguès, née Haribé, qu'il surnommait affectueusement Minette. OK, les voici ensemble. Lorsqu'il parle de son enfance dans son livre Révolution, elle est la seule personne de sa famille digne qu'il mentionne. Il écrit « J'ai donc passé mon enfance dans les livres, un peu hors du monde. C'était une nature morte. Je me souviens de ces matins où j'allais dans sa chambre et elle me racontait des histoires sur ses amitiés pendant la guerre. Enfant, je reprenais chaque jour le fil de la discussion interrompue et je parcourais sa vie comme un roman. L'odeur du café qu'elle préparait parfois au milieu de la nuit et la porte de ma chambre entr'ouverte dès 7 heures du matin, alors que je n'étais pas encore allée la voir et qu'elle s'exclamait avec une inquiétude feinte « Tu dors encore ?» Une journaliste a même émis l'hypothèse qu'il avait été adopté par sa grand-mère, Minette. Quoi qu'il en soit, il est important d'en savoir un peu plus sur cette femme. Qui était-elle? Car il affirme que c'est elle qui lui a appris à lire. Selon lui, elle vivait à quelques rues de ses parents, à Amiens. Il raconte aussi dans son livre qu'il passait ses vacances d'été et d'hiver dans la maison familiale de sa grand-mère, à Bagnères de Bigorre. C'est là qu'il a appris à marcher, c'est là qu'il a appris à pêcher, c'est là qu'il a appris à jouer au rugby avec ses grands-parents. Il a passé beaucoup de temps avec ses grands-parents. Et cela explique peut-être cette curieuse absence de photos d'enfance avec ses frères et sœurs ou avec ses parents. Il nous donne beaucoup d'informations. Selon des témoins, Minette était extrêmement discrète, tout comme son petit-fils, laissant souvent les volets de sa maison fermés. Une fois retraitée, elle s'aventurait rarement à l'extérieur, car elle était entourée de livres, comme dans son propre repère. Cela explique comment Macron prétend avoir été élevé au milieu des livres. Mais quels livres précisément? Il a répondu à cette question. Dans leur biographie intitulée « Les Macron », les journalistes Candice Nedelec et Caroline Derrien écrivent « Adolescent, le jeune Macron s'évadait en lisant des livres d'André Gide et de Michel Tournier, notamment Le Roi des Aulnes. » Ce sont les livres qui se trouvaient sur sa table de chevet. Sa grand-mère paternelle adorée partageait son goût pour ces auteurs. Nous avons déjà parlé d'André Gide. Je crois que c'était dans notre premier épisode d'introduction. C'est l'homme qui a avoué être pédophile et avoir violé des garçons musulmans en Algérie, notamment pour explorer sa sexualité, se libérer des contraintes de son éducation chrétienne et apprendre à se connaître en voyageant en Algérie. Et pourtant, Macron n'a pas hésité à placer ce livre,
qui se trouvait sur sa table de chevet lorsqu'il grandissait chez sa grand-mère, dans son portrait présidentiel. L'autre auteur qu'il a mentionné à ses journalistes est Michel Tournier, apparemment un autre de ses auteurs préférés. Le livre qu'il cite est un choix encore plus étrange à partager entre une grand-mère et son petit-fils. Ce livre est assez controversé. Il s'agit du roi des aulnes, le roi des aulnes étant une créature mythologique qui poursuit les enfants. Certains passages de ce livre sont, je vais vous en lire un. Les fesses des enfants sont vivantes, frémissantes, toujours en alerte, parfois creuses, puis quelques secondes plus tard, souriantes et naïvement optimistes, aussi expressives que des visages. Mes grands-parents m'ont donné la Bible, et nous discutions des passages de la Bible. Nous ne parlions pas de livres qui décrivent les fesses des enfants. C'est complètement absurde. Dans ce livre, le protagoniste parle d'enfants précoces. Voici une autre citation du livre. La catégorie d'enfants à la maturité intellectuelle surprenante, qui semblent avoir tout lu et tout compris dès la naissance, contredisant une immaturité physique qui donne un air d'ingénuité à tout ce qu'ils disent. Oh, cela vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? C'est pratiquement la même explication que celle donnée par la presse au sujet de cette étrange histoire. Brigitte tombant amoureuse d'un garçon de 14 ans, puis décidant de l'épouser alors qu'elle avait 39 ou 40 ans. Il disait, Macron, malgré son jeune âge, était très avancé intellectuellement. C'était un virtuose. C'était Mozart. Vous ne comprenez pas? Il n'était pas comme les autres enfants, malgré son jeune âge. Et ne pensez pas à ça. Ce deuxième auteur fournit une explication qui n'en est pas une. C'est une explication qui n'aurait jamais dû être acceptée. Je dois vous dire que Minette est décédée le 13 avril, et je suis désolée, j'ai oublié de noter l'année. Je crois que c'était en 2021. Nous corrigerons cela. Mais le 13 avril est aussi la date de naissance de Brigitte Macron. C'est aussi le jour du lancement du programme MK Ultra de la CIA. Si vous avez suivi ma nouvelle série, vous savez que je suis obsédée par le programme MK Ultra et j'essaie d'en apprendre le plus possible à ce sujet. Ce n'est pas une discussion réservée aux États-Unis. Découvrir les programmes de nos États profonds, ces programmes bien réels qui ont existé, mais dont on ne parle pas à l'école, est un processus terrifiant. C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande régulièrement le livre Chaos, car il m'a ouvert les yeux sur la perversité de nos gouvernements, passés et je dirais présents. Il n'y a pas de complot ici. MK Ultra était bien réel. Le gouvernement était obsédé par tous ces programmes. Leur objectif principal était de conditionner le cerveau, de faire un lavage de cerveau, parfois par l'isolement. On dirait qu'Emmanuel Macron a passé beaucoup de temps isolé pendant son enfance. Il reconnaît avoir vécu à travers les livres, et ses amis reconnaissent, ou devraient reconnaître, qu'il était solitaire et isolé. Ils ont donc expérimenté psychologiquement avec l'isolement, avec des drogues comme le LSD, en droguant des gens pour voir s'ils pouvaient les pousser à commettre des crimes ou d'autres actes à leur insu, en essayant essentiellement de créer un candidat manchu, quelqu'un qui répond à des signaux, qui obéit sans poser de questions. Ils se demandaient s'ils pouvaient contrôler les gens et utiliser cela comme une arme. Comme je l'ai dit, il est crucial de se renseigner sur le programme MK Ultra et les différents noms qu'il a portés. Il a commencé avant de s'appeler MK Ultra et il s'est poursuivi après. Demandez-vous si vous croyez vraiment qu'ils l'ont simplement arrêté, qu'ils n'étaient plus intéressés par le fait de droguer des soldats, de les forcer à tuer et de programmer des individus. Demandez-vous si vous pensez que votre gouvernement, capable d'une telle perversité, est capable de vous dire la vérité, qu'ils ont tout arrêté une fois démasqués. N'oubliez pas que la plupart des documents relatifs à ce programme ont été détruits. Nous ne savons donc pas jusqu'où ce programme s'est étendu dans le monde. Nous ne connaissons pas tous les aspects de ce programme. Et toute personne qui affirmait avoir participé à ce programme, et il y en a eu beaucoup, était considérée comme mauvaise, folle ou menteuse.
L'un des aspects de ce programme était les perversions sexuelles, comme commettre des agressions sexuelles pour étudier leur impact sur la psyché. Des choses vraiment perverses, ok? Je vous ai dit que les parents biologiques présumés de Macron, que vous voyez à l'écran, avaient des professions intéressantes. Son père, Jean-Michel Macron, était psychiatre. Et bien sûr, nous savons que des psychiatres ont commis des actes pervers, des actes très pervers au fil des ans. Ne me lancez pas sur Sigmund Freud et à quel point il est troublant qu'il soit présenté comme un héros dans nos écoles américaines, comme le père de la psychiatrie moderne. Oui, quelle a été sa contribution au juste? Quelle avancée a-t-il réellement permise? Nous en reparlerons dans un autre épisode pour ne pas nous écarter du sujet. Le père de Macron était donc psychiatre et sa mère Françoise, elle est là, à droite, était pédiatre. Quelle combinaison pour l'enfance d'Emmanuel Macron, n'est-ce pas? Eh bien, on a découvert quelque chose de très intéressant au sujet de sa mère, Françoise. Nous vous avons dit qu'elle était pédiatre et conseillère médicale à la sécurité sociale. Un élément très intéressant a été découvert sur elle et son travail pour la sécurité sociale. OK. Je vais vous lire un extrait du prochain livre du journaliste Xavier Poussard, qui sera disponible sur Amazon. Vous pourrez lire la fin de l'histoire si vous le souhaitez. Il écrit « Face au mystère de l'enfance d'Emmanuel Macron, nous avons décidé de passer au crible méticuleusement son histoire. Avec cette question en tête, pourquoi la famille a-t-elle refusé de répondre aux questions des journalistes? Et pourquoi avait-elle besoin de l'approbation de Brigitte? Ça. Une audition à l'Assemblée nationale a attiré notre attention. Il s'agissait du témoignage de Sylvain Telesphore. Sylvain Telesphore était présidente de l'Institut d'intersexualité et d'hermaphroditisme et de l'Association d'Europe. Née à Beauvais en 1956 sous le nom de Sylvain Telesphore, elle a changé son prénom en Sylvie par décision de justice à Paris le 15 mai 2007. Sylvain était donc né homme et il a révélé à l'Assemblée nationale avoir été soutenu administrativement dans sa transition de genre par une médecin-chef de la Caisse primaire d'assurance maladie, le docteur Françoise Macron-Noguès, la mère d'Emmanuel Macron. Une personne transgenre témoigne donc et déclare « La personne qui m'a aidé dans ma transition est le docteur Noguès. » Françoise Macron m'a aidé. Nous savons donc qu'elle a participé à des transitions de genre. Restait à savoir s'il s'agissait d'un cas unique ou si la mère de Macron avait été impliquée plus largement dans ce type de travail, en aidant des personnes transgenres. La réponse est arrivée l'année dernière, lorsqu'une personne intersexe nommée Alexandra a décrit comment elle avait bénéficié de dérogations accordées par la conseillère nationale de référence, le docteur Françoise Macron-Noguès, qui est, il faut le préciser, la mère de l'actuel président. Elle a accompli un travail considérable en suivant des générations de personnes comme moi, en accordant des subventions pour que nous puissions avoir accès aux meilleurs spécialistes, prendre notre temps et ne pas être marginalisés au quotidien. Si des personnes m'auraient été rejetées par leur famille, elle leur trouvait une petite chambre et elles recevaient une pension d'invalidité pendant la durée du voyage. Bref, c'était très bien organisé. Je ne comprends pas pourquoi les gens critiquent ce protocole. Dans une seconde interview, elle explique que Françoise Noguès s'intéressait à une pathologie particulière, le pseudo-hermaphrodisme masculin. Mais tout cela n'est que coïncidence, bien sûr. Tout cela, ceux qui ne comprennent pas comment ces choses arrivent, sont de dangereux complotistes, n'est-ce pas? Un complot insensé, oui, je comprends.
Il y a des questions sur le sexe de sa femme, pourquoi son passé semble incohérent. Il y a des questions, bien sûr, sur son passé. Son père est psychiatre. Sa mère a une spécialisation dans l'aide aux personnes transgenres. Et ils ont gardé le silence sur ce sujet lors de leur mariage. Et bien sûr, lorsqu'ils sont devenus président et première dame, toutes ces histoires liées à la transidentité ou à la pédophilie ont commencé à émerger. Et je suis sûre que tout cela n'est que coïncidence. Les livres, tout. Ce n'est qu'une immense coïncidence. Candace, encore une fois, c'est tenusa.com Candace. Revenons-en à l'histoire de Brigitte, car il semble y avoir beaucoup de coïncidences. Nous avons déjà parlé d'une journaliste nommée Sylvie Bommel. C'est cette journaliste de gauche qui écrit pour A Vanity Fair. Comme je l'ai dit, ces informations ne viennent pas de complotistes. C'est un mensonge que l'on raconte au monde anglophone. C'est elle qui a consacré le plus de temps à enquêter sur le passé de Brigitte. Et elle se heurtait constamment à un mur. Ces journalistes se réjouissaient. Une femme puissante prend les rênes de l'Élysée. J'ai hâte d'en savoir plus sur elle pour pouvoir la présenter au monde. Qui n'aime pas les personnalités fortes, surtout si l'on est féministe. Elle a donc commencé à travailler sur une deuxième biographie de Brigitte, intitulée « Il venait d'avoir 17 ans ». Un titre amusant, mais inexact. Sylvie Bommel le conteste d'ailleurs dans ce livre. Elle parvient à une conclusion différente dans le dernier chapitre. Elle écrit qu'Emmanuel Macron venait en réalité d'avoir 15 ans. Elle a probablement choisi un autre titre, car l'Élysée aurait paniqué si elle avait écrit « Il venait d'avoir 15 ans ». Ils auraient été terrifiés. Ou peut-être l'aurait-il simplement convoqué pour une petite discussion. Au cours de cette deuxième enquête, avant la publication du livre, Nell a passé en revue toutes les interviews de Brigitte et a relevé des erreurs sur l'âge qu'elle avait à certains moments. Il y a une juge célèbre aux États-Unis, la juge Judy. La juge Judy dit souvent que si vous mentez, il faut avoir une bonne mémoire. Si vous ne mentez pas, vous n'avez pas besoin d'avoir une bonne mémoire, car c'est la vérité. Vous n'avez pas à vous demander « Qu'ai-je dit à cette personne ? Qu'est-ce que j'ai dit ?» et faire toutes ces petites erreurs. L'une des erreurs que Brigitte a commises dans cette longue interview biographique accordée au magazine Elle concernait sa sœur aînée, Mère Yvonne, décédée dans un accident de voiture. Dans cette interview, Brigitte a déclaré que cet événement traumatisant était gravé dans sa mémoire, qu'elle avait 8 ans au moment du décès de sa sœur et qu'elle pensait à elle chaque jour. Elle a également déclaré que sa nièce était décédée 1 an plus tard, à l'âge de 6 ans. Xavier Poussard était très troublé par cela. Tout d'abord, Sylvie Bommel a pu déterminer que Brigitte n'avait pas 6 ans, mais 8 ans au moment du décès de sa sœur. 8 ans, ce n'est qu'une différence de 2 ans. Mais à 8 ans, un événement aussi important reste gravé dans la mémoire. Il est peu probable de se tromper de 2 ans. Ce serait un souvenir marquant, mais peut-être que ce n'était qu'une erreur. Concernant la deuxième personne décédée, la nièce qui serait morte 1 an plus tard, cela ferait 2 décès importants coup sur coup dans la famille. Il se disait « Je ne trouve aucune trace de cela ». Il trouvait cela étrange, car tant de choses avaient été écrites sur les nièces de Brigitte, sans aucune mention d'un décès. Il a donc commencé à faire des recherches. Il a finalement pu confirmer, en consultant un caveau familial, qu'une nièce de Brigitte nommée Sylvie était décédée des suites d'une opération en 1996. D'accord. Mais c'était près de 6 ans après le décès de sa sœur, Mère Yvonne. Pas 1 an, mais 6. C'est une différence considérable. Que se passait-il? Dans ce deuxième livre, Sylvie Bommel cherchait surtout à en savoir plus sur le premier mari de Brigitte, André-Louis Osière. Le banquier qu'elle a épousé à 21 ans, l'homme à qui un adolescent, un virtuose, un Mozart, a volé sa femme de façon spectaculaire. Cela a dû être douloureux et personne n'arrivait à le contacter.
Souvenez-vous de Virginie Linhart, la documentariste, qui a comparé cela à un trou noir. Elle l'a qualifié de secret le mieux gardé de l'Élysée. Personne ne pouvait le joindre. Le magazine Capital résumait la situation en 2017. Un véritable fantôme. Pas une seule photo de lui sur Internet, pas une seule image dans les catalogues des agences de presse. Les biographies mentionnent à peine sa carrière de banquier. Qu'est-il arrivé à l'ex-mari de Brigitte Macron? Après avoir repris son enquête, Sylvie Baumel a également remarqué à quel point il était étrange que cet homme, qui avait travaillé pour 2 grandes banques, dont le Crédit du Nord, ait disparu du secteur sans laisser de traces. Elle écrit dans son livre, comme dans un épisode de Black Mirror, les services de l'Élysée ont trouvé le moyen de pénétrer le cerveau de ses anciennes connaissances et d'effacer tout souvenir. Avant la sortie de son livre, Sylvie a décidé de publier quelques extraits dans le magazine La Pointe. Et puis enfin, en avril 2019, une photo de mariage, du premier mariage de Brigitte a fait surface. Ils étaient au pouvoir depuis près de 2 ans. Et voilà, tadada! 1 an et 3 mois pour être précis. Tadada! Boum! Voici une photo du premier mariage de Brigitte, prétendument. La voici la photo. Regardez-la bien. Observez attentivement cette photo. On nous dit qu'il s'agit d'André Louis et de Brigitte Trogneux. Je ne suis pas un logiciel de reconnaissance faciale, mais cette femme ne me semble pas être l'actuelle première dame, Brigitte Macron. Ok, je sais que les visages changent, mais je ne pense pas qu'il s'agisse de Brigitte Macron. Ok, j'aimerais les voir côte à côte au début de sa carrière. Peut-être qu'elles sont parentes, mais en les comparant, je dirais que non. Qu'est-il arrivé à ses dents? A-t-elle commencé à fumer du crack? Qui est cette personne sur la photo? Ok, mais on ne peut pas faire de suppositions basées uniquement sur l'apparence pour déterminer ce qui est vrai ou faux. Sylvie Baumel a trouvé un certificat de mariage confirmant qu'une certaine Brigitte Trogneux a bien épousé André Louis Osière le 22 juin 1974. Cela se confirme. De plus, le témoin du marié était son frère, Jean-Michel Trogneux. C'était une découverte importante, car cela montre que Brigitte était très proche de son frère. Si votre frère est votre témoin de mariage, on peut supposer que vous êtes très proches. Mais le public découvrait à peine Jean-Michel. C'est étrange. Pourquoi l'a-t-elle effacé de sa vie? Est-ce la pire dispute familiale de tous les temps? Après être devenue première dame? Oui, c'est assez bizarre. Voici d'autres faits étranges. Dans notre lettre officielle, bien avant la publication d'aujourd'hui, nous avons demandé à Brigitte Macron de confirmer par écrit qu'elle était bien la femme sur cette photo. Elle a refusé de répondre à notre question. Ok, voici la lettre. Comme vous le voyez, elle a refusé de répondre à la question. Est-ce bien elle? Question numéro 8. Brigitte Macron est-elle la personne sur la photo de mariage d'Osière? Pas de réponse. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce n'est pas la première fois qu'elle refuse de répondre à cette question simple. Elle a également refusé de répondre dans une affaire de diffamation contre la journaliste Natacha Ray. Vous avez entendu parler de cette affaire. Elle a gagné le procès en diffamation. Je vais maintenant vous expliquer comment Natacha Ray a perdu ce procès. Non pas à cause de son affirmation que Brigitte Macron était un homme ou avait vécu comme un homme avant sa transition, mais parce qu'elle s'est trompée sur des détails. Ok, en faisant des spéculations. Elle a regardé la photo de mariage d'André Louis Osière et s'est dit « Je ne pense pas que cet homme ait jamais existé. L'homme sur la photo ressemble davantage à un autre homme nommé Louis Osière. » Oui.
Juste l'inversion du prénom et du nom. Sur la photo, il y a André Louis. Elle pensait qu'il s'agissait en fait de Louis Osière, qui était son cousin germain. Elle a donc spéculé. Elle a affirmé « Ce n'est pas lui, ils font semblant, et c'est son cousin germain qui s'est marié. » Mais Natacha avait tort. Ok, l'Élysée a appelé Louis Osière et l'a encouragé à poursuivre Natacha Ray pour diffamation, ce qu'il a fait. Je tiens à être très clair sur ce qui était au cœur de cette affaire de diffamation. Il ne s'agissait pas de savoir si Brigitte Macron était née homme. Je précise également que cette affaire n'aurait pas eu lieu sans l'intervention de l'Élysée, qui avait promis de se joindre à la plainte, mais ne l'a jamais fait. Comment le savons-nous? Parce qu'une autre journaliste de gauche, féministe, nommée Emmanuelle Anison, a également écrit un livre sur Brigitte Macron pour démentir les rumeurs selon lesquelles elle serait née homme. Elle est la seule journaliste à avoir pu contacter la famille Osière. Elle a même passé du temps avec le cousin qui avait été confondu, Louis Osière. Et il lui a raconté ce qui s'était passé. Elle a relaté l'histoire dans son livre. L'histoire raconte que le cousin, Jean-Louis Osière, avait une femme nommée Catherine Audois. Convaincue par sa théorie qu'il était l'homme sur la photo, Natacha Ray a contacté sa femme, Catherine, sur WhatsApp à 3 heures du matin. Elle était sur une piste. Elle savait que quelque chose clochait et a suivi son instinct plutôt que les faits. Elle a écrit à cette femme « Je sais tout, absolument tout. Pour vous, pour Jean-Louis, pour Jean-Michel. » C'était sans doute une stratégie journalistique, faire croire qu'elle savait tout, alors qu'elle savait juste que quelque chose n'allait pas, en espérant que la personne se confie. Mais Catherine ne s'est pas confiée. Elle a immédiatement montré le message à son mari. Que se passe-t-il? Son mari a contacté Laurence Osière-Jourdan, qui, je le rappelle, est la fille aînée présumée de Brigitte et est cardiologue. Laurence lui a dit « Appelle Brigitte, appelle maman, car elle envisage de porter plainte. » C'est du harcèlement. Le cousin a donc appelé Brigitte. Voici ce qu'il a raconté à la journaliste. Brigitte m'a dit qu'elle était désolée, que c'était de sa faute et qu'il fallait porter plainte. Elle a accepté de se joindre à l'action. J'ai entendu la voix d'Emmanuel Macron en arrière-plan, lui demandant de se dépêcher, car il devait bon partir. Avant de raccrocher, elle a promis de m'envoyer une copie de son livret de famille, mais elle ne l'a jamais fait. Je lui ai également demandé de certifier par écrit que c'était bien elle sur la photo de mariage de 1974 avec André, mais elle a refusé. Je ne lui en ai plus parlé directement après cela. Il lui a demandé « Peux-tu certifier par écrit que c'est bien toi ?» Brigitte a dit « Non. Porte plainte. »« On va porter plainte avec toi. » Il a répondu « D'accord. Peux-tu certifier que c'est bien toi ?» Non. Brigitte, à l'Élysée, a refusé. Elle est restée silencieuse. Il a tenu sa promesse. Il a porté plainte contre Natacha Ray. Il a envoyé des documents aux avocats de Brigitte. Brigitte l'a rappelé et lui a dit « L'Élysée recommande que nous agissions séparément. » Voici la suite du récit de Jean-Louis. Elle m'a dit que l'Élysée préférait deux actions distinctes. Elle m'abandonnait. En clair, si tu veux continuer, débrouille-toi. Trouve ton propre avocat. Nous avions déjà porté plainte. Impossible de faire marche arrière. Nous avons donc continué seuls. Depuis, lorsque j'essaie de joindre Brigitte, je tombe sur sa secrétaire, qui est devenue injoignable. La première dame l'a manipulée. Elle l'a encouragée à porter plainte. Porte plainte, on porte plainte avec toi. Blablabla. D'accord. Peux-tu certifier que... Non. Ils ont été manipulés, puis trahis par le couple présidentiel. La journaliste raconte qu'Osière semblait piquée au vif. Très étrange. Ce serait si facile à certifier. Ce que Brigitte voulait vraiment, c'est qu'il gagne le procès en diffamation, car il n'était effectivement pas l'homme sur la photo de mariage. Elle et son mari pourraient alors clamer dans les journaux «
Nous avons gagné un procès en diffamation contre cette journaliste folle qui a dit que Brigitte était née homme. Brigitte a gagné un procès en diffamation. On entend sans cesse qu'elle a gagné des procès en diffamation à ce sujet. C'est leur méthode, s'attaquer aux détails, mais pas au fond du sujet sur lequel les gens enquêtent. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, en France, Internet était en feu avec toutes ces théories. Où est donc le premier mari? Où est André Louis? Peu après la publication du livre de Sylvie Baumel, le 8 octobre 2020, Tiphaine, la deuxième fille, a annoncé dans un hebdomadaire que son père était décédé 1 an plus tôt, en 2019. Les gens commençaient à poser des questions. Elle a donc déclaré « Il est mort. Il est décédé il y a 1 an. » Voici la citation publiée dans Paris Match, où Tiphaine annonçait le décès de son père. « Mon père est décédé. Je l'ai enterré le 24 décembre 2019 dans la plus stricte intimité. » Plutôt pratique, n'est-ce pas? Le premier mari de la première dame, sur lequel tout le monde commence à enquêter, décède subitement au moment où les gens réalisent que quelque chose cloche. C'est remarquablement pratique pour la famille Macron. Il est également étrange que Tiphaine ait annoncé le décès de son père dans Paris Match, un magazine que nous savons être contrôlé, dans une certaine mesure, par Mimi Marchand. C'est l'un des médias où elle fait publier certaines photos et certains articles. Ce qui est encore plus étrange, c'est que Tiphaine s'est trompée sur les détails du décès de son père. Ce n'est pas si étrange. Il n'a pas été enterré. Il a été incinéré et la crémation n'a pas eu lieu le 24, comme elle l'a dit, mais 4 jours plus tard, le 28 décembre. C'est bizarre. Le journaliste a peut-être simplement fait une erreur. Encore une étrange coïncidence dans cette saga interminable. Comment connaissons-nous les dates exactes? Revenons au cousin Germain. Ce cousin Germain qui en veut à la famille. OK. André-Louis Osière se sentait trahi par le couple présidentiel après avoir porté plainte. Il s'est donc confié à la journaliste Emmanuelle Anison au sujet des funérailles. Il aurait reçu un appel des sœurs d'André, son cousin Germain, l'informant du décès et de la tenue rapide des funérailles. Il a fourni à la journaliste le livret distribué lors de ses funérailles expéditives. La photo choisie pour la nécrologie est très étrange. La voici. André Osière. La cérémonie a eu lieu et Tiphaine s'est trompée sur la date, j'en suis sûre, le 28 décembre 2019. Qui annoncerait cela 1 an plus tard? C'est insensé. Et en bas, notre ami, notre frère, notre compagnon, notre grand-père et notre papa. Voilà. Même pour une journaliste de gauche peu encline aux théories du complot, comme Emmanuelle Anison, le choix de la photo pour le faire part de décès semblait étrange. Elle lui a donc demandé « C'est bizarre. Que se passe-t-il? Pourquoi cette photo ?» Le cousin Jean-Louis lui a répondu « Je pense que c'était la seule photo qu'ils ont trouvée pour les funérailles, car toutes les autres avaient été détruites. » Détruites? S'interroge Emmanuel. Je ne suis pas Natacha Ray, mais je suis perplexe. Quoi? Il ne reste donc qu'une photo en maillot de bain, en plus de sa photo de mariage, pour illustrer la vie d'un homme? Demande-t-elle dans son livre. Oui, toutes les autres photos auraient été détruites. D'accord, d'accord. Vous vous demandez probablement ce qui se passe. Que se passe-t-il? Xavier Poussard a pu retrouver la trace du véritable André Louis grâce à des relevés bancaires. Il s'avère qu'il n'a jamais travaillé au Crédit du Nord, ce qui explique pourquoi tant d'autres journalistes ont fait chou blanc. Il a transmis cette information à Emmanuelle Anison, une journaliste plus reconnue, qui pourrait peut-être obtenir davantage d'informations. Il lui a également donné accès à un groupe Facebook en lui disant « Cet homme a existé ». Ce groupe était rempli d'anciens collègues de Jean-Louis, de la banque où il travaillait réellement.
Il l'aidait à dissiper ses doutes sur l'existence même de cet homme. Voici comment Emmanuel Anisson conclut ce chapitre de son enquête. Il s'agit toujours du premier mari de Brigitte, André-Louis Osière. Elle écrit « Ses sœurs n'ont pas voulu me parler, ni ses enfants. J'ai donc contacté d'anciens collègues via des groupes Facebook d'anciens banquiers. Tous parlent avec enthousiasme de Dédé, gentil, cultivé, poli, qui parlait beaucoup de ses enfants qu'il adorait. Dédé qui fumait trop, qu'il trouvait seul et abattu. L'un d'eux m'a envoyé des portraits professionnels du milieu des années 2000, où André pose sérieusement en costume-cravate parmi ses collègues de l'agence bancaire d'Amiens. Le marié de 1974 est clairement reconnaissable, même s'il a commencé à perdre ses cheveux. Ses collègues sont restés en contact après la retraite, mais pas lui. Il a coupé les ponts avec eux aussi. André Osière a disparu des radars. J'ai essayé de contacter des membres de la famille Osière, mais personne n'a voulu répondre. Suzanne Spray, la première femme de Jean-Louis Osière, a même raccroché brutalement lorsque je lui ai dit que je m'intéressais à Brigitte Macron. Ah oui? Non, non merci. Non merci, monsieur. Oh là là. Non. Au revoir. Click. Jean-Louis, qui a assisté aux funérailles, raconte qu'elles ont eu lieu 4 jours seulement après le décès. Aucune information n'avait filtré dans la presse, l'Élysée voulait que tout se passe rapidement. Il semble qu'Emmanuel Macron se soit personnellement impliqué pour s'en assurer. Des funérailles express organisées discrètement et à la hâte, à 8h30 du matin, avant l'heure d'ouverture, pour éviter les journalistes. Le livret avec la photo était disposé sur les chaises. Une douzaine de personnes étaient présentes, assises en groupes séparés. D'un côté, les sœurs d'André, de l'autre, les 3 enfants de Brigitte, Tiphaine, Laurent et Sébastien. Brigitte Macron était absente. La compagne d'André, inconnue de tous, était également présente, un peu à l'écart. À l'écart. La cérémonie a duré 20 minutes, puis tout le monde est parti. Je suis ensuite allée prendre un café et un croissant avec les enfants, Osière et les sœurs d'André. Des agents de sécurité montaient quitter la garde à l'extérieur. Nous avons fini par les laisser entrer, car il faisait froid. L'atmosphère était lourde et tout le monde est parti rapidement. Quelle funérailles! Très rapide. Pourquoi l'Élysée est-il impliqué? N'est-il pas étrange que Brigitte n'ait pas assisté aux funérailles de l'homme avec qui elle a été mariée pendant 32 ans, ne serait-ce que par respect? L'Élysée s'est impliqué pour que tout reste discret, mais n'a pas assisté aux funérailles. Est-ce logique, le père de ses enfants? De plus, et c'est incroyable, selon Jean-Louis, le cousin Germain, lors des funérailles, la compagne d'André lui a dit avoir trouvé des billets d'avion pour l'Afrique et une grosse somme d'argent dans la poche de sa veste. Elle a dit il avait vidé ses comptes et organisé son départ en secret. Il rêvait tant de retourner en Afrique. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous? D'accord, c'est très étrange à dire pour la compagne de quelqu'un. Que s'est-il réellement passé avec André-Louis, qui a été incinéré très rapidement, alors que sa fille affirme qu'il a été enterré? Qu'est-ce qui lui fait dire qu'il a été enterré? On peut parfois confondre les deux. Que s'est-il réellement passé avec André-Louis? Pourquoi est-il soudainement devenu reclus, sans aucun contact avec ses anciens amis banquiers des années 1970? Comment toutes les photos de lui ont-elles pu être détruites? Il ne reste que 2 photos de lui, 2 photos. Voici ma photo de mariage et voici une photo de moi sur la plage en maillot de bain. Ce sont les seules photos qui restent de ma vie. Cela ne ressemble-t-il pas à une destruction systématique? Dans quelles circonstances toutes les photos d'une personne disparaissent-elles? On ne garde pas toutes ces photos d'enfance au même endroit. Est-il vraiment mort? S'est-il enfui avec l'aide de l'Élysée? A-t-il essayé de s'enfuir, mais l'Élysée est intervenue? L'imagination peut s'emballer. Nous ne pouvons rien confirmer, évidemment. Ce que je peux vous dire, c'est qu'une autre journaliste, Sophie Desdésert, a écrit dans Paris Match en 2022
qu'André-Louis Osière avait fini ses jours dans une clinique psychiatrique gardée par Alexandre Benalla. Un personnage très controversé. Le chef de la sécurité de l'Élysée, tristement célèbre, qui a été impliqué dans le scandale Benalla. Pourquoi cette journaliste a-t-elle dit cela? Cette information a été immédiatement démentie par Tiffen sur Twitter. Mais malgré la tendance de la famille Macron à intenter des procès en diffamation, ils n'ont jamais poursuivi cette journaliste.